Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et en ce premier jour de l'an, au nom du Centre d'Action Laïque, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Ce soir, nous allons d'ailleurs parler de cette année 2022 en traçant les grandes lignes des défis qui attendent le mouvement laïque, mais en revenant aussi sur les moments forts de 2021. Et on va le faire avec nos trois invités ce soir. Alors déjà, bonsoir à tous les trois. Nous avons Sylvie Losberg, directrice études et stratégies au Centre d'Action Laïque et présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. À vos côtés, Benoît van der Merchen, secrétaire général du Centre d'Action Laïque, et Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint. Alors, j'ai quand même envie de commencer par les bonnes nouvelles. L'année 2021, elle a évidemment été difficile à de nombreux points de vue. Elle a mis à rude épreuve les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité. Mais elle s'est terminée par une note positive. Et cette note positive, c'est le vote au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'une résolution recommandant l'instauration d'un cours de 2 heures de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement officiel. C'est une vraie victoire, Benoît van der Merchen. Oui, et je pense qu'on doit vraiment ici saluer avant tout ce qui est pour moi un très beau travail parlementaire. On est dans une période où très souvent, mais de manière un peu excessive, on critique ceux et celles qui font de la politique. C'est pas quelque chose de simple, certainement encore moins en 2021 ou 2022 qu'avant. Et ici, vous avez des personnes qui se sont réunies pendant des mois, qui ont travaillé, qui ont écouté et qui ont formulé des propositions qui, dès qu'ils les formulent, ne peuvent leur produire que des soucis, des critiques et aucun gain électoral. Ce sont des parlementaires qui ont donc pensé à l'intérêt général pour les années à venir et pour les générations futures, en se disant que dans cette société du zapping, de l'immédiateté, faite de contrastes, de violences, parfois exacerbées, de replis identitaires, communautaires, il était important de rassembler ce qui était pas de créer du lien en mettant les élèves ensemble dans notre enseignement officiel pour discuter des questions de sens plutôt que de les séparer sur une base convictionnelle qui est souvent celle de leurs parents ou d'une histoire. C'est un pas très courageux et qui vraiment, je trouve là, comme travail parlementaire, est à saluer. Mais attention, on se réjouit, mais chaque victoire n'est jamais annonciatrice que des combats à venir. C'est un rapport parlementaire, il est important, il indique clairement un cap, mais après, il faut transformer ça en acte. Et donc, ici, en disposition législative, c'est donc maintenant au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'agir et de proposer quelque chose assez vite, parce que je pense que notre société n'a plus le temps d'attendre pour justement arriver à pleinement faire de nos enfants, de nos élèves, des citoyens à part entière. D'autant plus si on imagine leur donner le droit de vote potentiellement à l'âge de 16 ans pour les élections européennes. Il y a une urgence sociétale absolue. Donc oui, une belle victoire, mais vigilance quand même. C'est un cours qui vous semble, plus que jamais peut-être indispensable à l'heure des complots, des fake news, un cours qui donne vraiment des clés de compréhension du monde, des clés de compréhension de la société. Il faudra évidemment faire attention à ne pas faire de ce coup un cours fourre-tout, on va parler de tout et de n'importe quoi. Néanmoins, on voit bien quelles sont les tendances, il y a déjà un référentiel qui a été établi pour les 2 heures, il y a un programme qui existe, et vous l'avez dit, l'urgence, elle commande. Récemment, un sondage qui avait été dévoilé par une chaîne de télévision indiquait que beaucoup étaient tentés, y compris parmi les jeunes, par un régime autoritaire. Et donc, je pense que là, déjà arriver à décrypter, déchiffrer le langage de l'extrême droite, le discours simpliste, les idées racoleuses, c'est nécessaire, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où on le sait bien historiquement, on a vécu des crises avec la lutte contre le terrorisme, maintenant avec la lutte contre la pandémie, et chaque fois avec un discours qui faisait que l'exécutif prenait le pas sur le législatif. Il faut aller vite, on n'a plus le temps de faire du droit, on n'a plus le temps de discuter, et en prenant des mesures de type autoritaire. Alors, je ne dis pas qu'elles n'étaient pas nécessaires, qu'elles n'étaient pas proportionnées, ça c'est un autre débat, et on pourra en discuter, mais on a un peu habitué tout le monde à effectivement demander un pouvoir fort et prendre des mesures radicales. Ça, c'est un terreau pour le discours de l'extrême droite, et donc il faut faire très très attention par rapport à tout cela. Ouais, vous venez de le dire, effectivement, une des mouvances qui surfe aujourd'hui sur cette division de la société, c'est l'extrême droite. Alors,
juste reprendre quelques chiffres de rapport. En juillet dernier, l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, estimait donc que l'extrémisme de droite gagnait du terrain à un rythme alarmant. Serge Lipsik, président du comité R, alertait lui il y a quelques semaines sur la présence de groupuscules d'extrême droite à l'armée notamment. Sylvie Loesberg, est-ce que il y a une radicalisation vraiment d'extrême droite à différents niveaux de la société aujourd'hui, qu'il faut oser dire, il faut oser affronter cette radicalisation? Elle est déjà visible au Parlement, puisqu'il y a quand même 18 députés du parti d'extrême droite Vlaams Belang, ancien Vlaams Blok. Donc la question aujourd'hui ne se pose plus de savoir si l'extrême droite est rentrée dans nos murs ou pas. Il y est, l'extrême droite y est, et en plus de ça, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les discours de l'extrême droite, la volonté d'exclure les uns, de privilégier les autres, et aussi, je dirais, des attaques incessantes à l'état de droit, finalement, on voit que ça percole dans d'autres familles politiques. Le discours anti-migrant, par exemple, c'est pas que le Vlaams Belang. Le fait de stigmatiser tel groupe en disant que c'est des paresseux, c'est pas que le Vlaams Belang. On a la NVA. Sur d'autres questions, les droits des femmes, il y a d'autres partis qui rejoignent finalement cette sphère où on remet en question les valeurs démocratiques fondamentales. Et donc, comme le disait Benoît, c'est vrai que les valeurs sont mises à rude épreuve, que le Parlement essaye quand même aussi de travailler pour défendre le bien commun, mais en même temps, il y a quand même un vrai problème de compréhension chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, parce que ces discours, ils rencontrent les peurs et les inquiétudes des gens. Et donc, si on n'apporte pas d'autres réponses, le CPC, c'est une réponse à l'égard des jeunes. Alors, le CAL, c'est vraiment son ADN aussi. Je veux dire, le CAL a toujours combattu l'extrême droite et c'est d'ailleurs de nouveau une priorité du mouvement, avec à la fois le côté positif, avec de la formation, de l'éducation, de l'émancipation, des clés de compréhension, le libre examen, et puis par ailleurs des actions qui doivent être menées pour combattre l'extrême droite directement. Et donc là, il y a un plan qui est en cours et qui va commencer dès le début de l'année actuelle, début 2022. Des actions donc à mener vraiment sur le terrain pour lutter contre ces idées d'extrême droite. Hervé Parmentier, vraiment continuer à lutter sur le terrain contre cette idéologie. Oui, bien entendu, c'est donc une priorité. Ça, Sylvie Loesberg vient de le rappeler. C'est pas un problème qui concerne évidemment que l'espace francophone en Belgique. On est même d'ailleurs plutôt, a priori, préservé parce qu'on n'a pas encore, du côté francophone, une vraie manifestation politique de l'extrême droite dans nos assemblées parlementaires. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout risque. Il y a eu des scrutins précédents où, effectivement, l'extrême droite a fait des poussées significatives, fort heureusement, qui n'ont pas été structurées de manière telle que les partis d'extrême droite du côté francophone se soient structurés et durés. Mais néanmoins, on n'est jamais à l'abri de ce risque. Et quand on voit la situation en Flandre en particulier, on voit bien que dans notre pays, on n'est pas à l'abri de rien, tout comme on est à l'abri de rien ailleurs en Europe. On a cette année-ci, en 2021, l'année qui vient de s'écouler, mis en ligne avec l'association des territoires de la mémoire, toute une cartographie des phénomènes d'extrême droite et de droite populiste assez conservatrice en Europe. Et on voit que au fur et à mesure que les scrutins avancent, il y a tout de même rarement des bonnes nouvelles. On voit quand même ces courants politiques-là progresser de façon assez significative, jouant, comme on a déjà eu l'occasion de le souligner, sur les peurs des gens, sur le sentiment sans doute aussi d'être un peu exclu par rapport à les évolutions de la société, par rapport à des inégalités croissantes, le sentiment petit à petit de décrocher, de ne plus ou de moins en moins faire partie de la société, de moins en moins avoir voix au chapitre, et donc la capacité d'être citoyen capable de peser sur son propre sort et capable de peser avec les autres sur le sort collectif. Donc non, effectivement, l'extrême droite en Europe est aussi un phénomène qui nous préoccupe. Oui, on sait qu'en France aussi, avec les élections présidentielles qui approchent, on va beaucoup en parler. Alors vous parliez de l'Europe, mais c'est vrai que est-ce que c'est notamment ce qui vous a poussé à créer cette année le réseau laïque européen? Donc le 6 octobre dernier, il y a ce nouveau réseau européen qui a été créé. C'est notamment pour lutter contre ces idées? Alors, certainement, c'est en tout cas le constat qu'on fait depuis un certain nombre d'années du besoin plus nécessaire que jamais d'affirmer haut et fort les valeurs de la laïcité. Et donc on a posé ce constat avec un certain nombre d'autres organisations françaises, italiennes, espagnoles, polonaises et d'autres qu'il était
nécessaire de structurer en quelque sorte pour se structurer pour porter ensemble une voix clairement laïque au niveau des institutions européennes et plus largement à l'international. Donc l'idée, c'est tout de même que nos valeurs, malgré tout, sont en risque et que c'est en étant fidèle à ces valeurs qu'on aura le combat les plus efficaces. Et donc on est très content d'avoir mis sur pied avec d'autres ce réseau qui s'est structuré sur un certain nombre de principes de base, vous savez, de liberté, d'égalité, de solidarité, de fraternité, le constat que plus que jamais, il faut chercher à construire plutôt que, comme une partie de la classe politique le ferait, opposer, essayer de finalement faire prévaloir un point de vue, mais au détriment de son adversaire. Donc vraiment l'idée de construire la démocratie avec d'autres et le rôle des organisations laïques dans ce contexte peut aider. Alors, on l'a dit, cette année 2021, elle a été difficile, évidemment, avec toujours cette pandémie et les conséquences de cette pandémie. Elle a été notamment difficile pour les femmes, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour sans qu'on ne parle de violences faites aux femmes dans les médias, notamment. Sylvie Lossberg, est-ce que c'est le signe pour vous que ces violences, elles augmentent encore, ou est-ce que c'est le signe que finalement elles sont plus visibilisées, qu'on en parle plus, et donc ce serait aussi un peu positif, ça veut dire qu'on les dénonce plus qu'avant, la parole se libère encore plus qu'avant? Mais c'est un peu des deux. Sur l'augmentation des violences, elle a été quantifiée durant le confinement, notamment avec les lignes d'écoute, où on a vu que ces standards explosaient. Aussi parce qu'il y a eu une meilleure communication dans les pharmacies et ailleurs, avec des campagnes pour dire, voilà, si vous êtes coincé chez vous et que le climat est violent, voilà comment faire. Donc il y a eu une prise en compte des risques, et c'est vrai que les femmes ont beaucoup souffert, pas seulement au niveau des violences intrafamiliales ou interpersonnelles, mais au travail. Voilà, les femmes ont quand même été soumises à rude épreuve depuis le début de la crise Covid. Et sur la question des violences en tant que telles, si elles ont augmenté, ça a aussi amené des réponses qui étaient beaucoup plus rapides qu'auparavant. Donc on a identifié des problèmes spécifiques et on a trouvé des solutions qui étaient des solutions d'urgence. Maintenant, on l'a vu avec la marche du mois de novembre, il y a aussi, et il faut s'en réjouir quand même, une prise en compte différente de ce que ça veut dire des violences envers les femmes aujourd'hui. Cette marche, elle existe depuis 5-6 ans, donc moi j'y vais chaque année, et c'est la première fois que cette marche a été précédée d'abord par beaucoup de dossiers médiatiques, par une prise en compte au fond de l'impact des violences structurelles, les violences socio-économiques par exemple, comme étant un des facteurs qui légitiment les violences psychologiques ou physiques envers les femmes. Donc cette compréhension qu'en fait il y a un problème structurel, il y a un problème de sexisme structurel dans notre pays, ça c'est vraiment nouveau. Les politiques aussi s'en sont saisis très régulièrement. Donc je pense qu'on a changé vraiment de paradigme. Maintenant, il faut voir aussi comment ça se traduit sur le terrain. On reste quand même très en deçà de la demande au niveau du traitement judiciaire, c'est toujours absolument nul, voilà, même s'il y a des formations de policiers, de magistrats. Voilà, les femmes qui aujourd'hui sont confrontées à de la violence, notamment lors de séparation, ne sont pas bien prises en charge en Belgique, c'est un fait. Alors il y a un autre volet qui est la question des violences sexuelles, et là, ça a aussi fait la une de l'actualité avec le projet du ministre de la Justice de réforme du code pénal sexuel. Donc là, le CAL a été entendu, le Conseil des femmes aussi d'ailleurs, et nous avons une lecture qui diffère de celle du ministre. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on est écouté, on est entendu. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a la possibilité de montrer que le projet de société que nous défendons, et qui est un projet féministe au niveau du mouvement laïque, très clairement, eh bien, il y a un réservoir dans la société qui est plus fort aujourd'hui, qui est plus important aujourd'hui qu'auparavant. Donc voilà, c'est à la fois des bonnes choses et en même temps, il y a encore énormément de travail à faire sur ce plan. Oui, alors juste pour rebondir là-dessus, peut-être sur la question de la réforme du droit pénal sexuel, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel le CAL a voulu aussi, enfin s'est fait entendre, parce que vous parliez tout à l'heure de l'importance de ces groupes parlementaires, l'importance d'intervenir. Ici aussi, le mouvement laïque a été entendu sur cette question-là, a voulu montrer les points avec lesquels il était d'accord et pas d'accord. Vous me permettez là de rebondir sur deux des sujets que vous avez abordés là maintenant à l'instant. Effectivement, pour un mouvement comme le nôtre,
c'est plutôt une reconnaissance d'un travail accompli que d'être invité au Parlement pour pouvoir donner un avis sur des projets de société. Et donc, nous avons eu l'occasion de le faire à propos du droit pénal sexuel. Je pense que c'était effectivement, c'est pas un débat simple. Il y a toujours des valeurs qui sont en jeu, des principes qui peuvent parfois, pour faciliter par exemple la charge de la preuve, être d'une certaine manière mis en cause ou discutés. C'est dans l'enceinte parlementaire que ça se fait, et je trouve que c'est vraiment plutôt valorisant. Sur la question par exemple de l'extrême droite aussi, le CAL a été entendu à propos de propositions de loi visant à interdire les groupes liberticides. On a eu l'occasion d'y être entendu, et là, c'est là où on se rend compte aussi à quel point d'ailleurs l'extrême droite est bien introduite dans nos enceintes parlementaires, puisque la présidence de la commission de l'intérieur, c'est un élu Vlaams Belang, et le rapporteur sur ces propositions de loi, c'est Dries van Langenhove, un élu Vlaams Belang aussi, ce qui est un peu ahurissant, mais qui montre bien le poids qu'ils ont. Mais je trouve que malgré tout, que ce sont des questions, des débats que l'on doit investir, et ça reste important que ceux qui représentent la population puissent à un moment donné trancher sur des questions de société qui mettent parfois en opposition l'une ou l'autre valeur. Un autre sujet qui nous a occupés durant toute l'année, c'est aussi celui des signes convictionnels. Eh bien, à cet égard, on peut remarquer que ce qui devrait être débattu au Parlement, et sans doute par un peu de timidité malvenue de la part du politique, l'arène de discussion n'est plus le Parlement, mais devient malheureusement le prétoire, les cours et tribunaux. Et c'est sans doute pas l'idéal, parce que ça amène des situations, des décisions d'abord diverses. La justice est humaine, et puis surtout à répétition des dossiers qui viennent et qui font toujours à ce moment-là quantité de pages dans les journaux. Oui, c'est vrai que la question des signes convictionnels, elle a fait couler beaucoup d'encre cette année, et notamment, c'est cette décision au mois de mai, donc la condamnation de la STIP qui était pourtant régulièrement primée pour sa politique en faveur de la diversité. Donc elle a donc été condamnée par le tribunal du travail de Bruxelles pour discrimination fondée sur le genre et les convictions religieuses, et le tribunal avait ordonné à la société de transport bruxelloise de cesser de fonder sa politique de l'emploi sur un principe de neutralité exclusive. Le Centre d'action laïque a donc décidé lui-même de se mettre en tierce opposition. Ça montre ici, peut-être Hervé Parmentier, que, comme l'a dit Benoît van der Merchen, que le politique a abandonné, a laissé au cours des tribunaux, et même plus vraiment au cours des tribunaux, parce que le politique a décidé de ne pas faire appel. La STIP n'a pas fait appel. Et donc on oublie en fait un dossier qui est sensible, on le laisse planer, et c'est une erreur de ne pas le traiter vraiment dans le Parlement. Dans un dossier comme celui-là, on était assez fâchés de lire d'un côté l'inaction du politique qui refusait d'utiliser les instruments qui sont à sa disposition, en particulier l'arme législative, évidemment. Tout comme fâché de voir le politique en même temps empêcher un déroulé plus approfondi de la justice, puisque le politique empêchait la STIB qui était partie à cette affaire de faire appel de la décision qui la concernait. Donc, en d'autres mots, là, le politique non seulement ne contribuait pas par ses propres moyens à la solution, en plus empêchait l'émergence d'une solution autre que celle qui satisfaisait finalement un compromis impossible à atteindre au niveau du gouvernement. Donc bref, on était assez fâchés. Et c'est vrai que le politique, dans des enjeux comme celui-là, qui concerne le vivre ensemble, qui concerne la capacité que nous avons ensemble finalement de régler les équilibres sociétaux, priver le Parlement de débat, priver le Parlement de pouvoir finalement aboutir à ce qui devrait être un nouvel équilibre sociétal, c'est évidemment assez problématique. Et alors on est évidemment, nous, très attachés à ce que ces questions se règlent d'un point de vue démocratique, plutôt que finalement on ne trouve des issues dans tantôt telle décision de justice, tantôt telle autre qui irait dans un sens contradictoire, tantôt alors quelque chose qui est parfois très préoccupant, c'est d'abandonner finalement les pouvoirs locaux à leur sort, ou les pouvoirs organisateurs de l'enseignement à leur sort finalement, et chacun fait un peu comme il peut, là où il faudrait plus que jamais, parce qu'on sent qu'il y a une forme de dissensus au sein de la société sur ces questions, là il faudrait plus que jamais trouver le moyen de retrouver de façon démocratique un équilibre. Oui, Benoît van der Merchen, vous vouliez réagir ? Oui, juste ajouter un élément. Ces questions sont suffisamment sérieuses que pour être traitées en profondeur et de manière raisonnée, réfléchie et dépourvue de toute pensée électoraliste. On a eu récemment une décision de la Cour constitutionnelle relative à l'abattage rituel.
Il est à cet égard ahurissant de constater que ce qui est accepté dans telle ou telle région du pays ne l'est pas accepté par les mêmes partis dans d'autres régions. Et c'est ça qui nourrit toujours derrière ces décisions, ces questions, un soupçon d'électoralisme qui ne grandit pas la politique. Et sincèrement, nous, on aimerait bien pouvoir s'en passer, de discuter de tout cela, s'il y avait au moins un positionnement clair des uns et des autres. Parce que cette émission montre à quel point nos activités sont variées. On a tendance à nous réduire à des hystériques, des signes convictionnels. Non, Sacrebleu, on fait bien d'autres choses. Et on aimerait bien que le politique, au contraire, assume ses responsabilités. Et comme ça, nous, on serait plus tranquille également. Oui, qu'il y ait un débat serein au niveau du Parlement sur cette thématique-là. Alors, une autre thématique qui a beaucoup occupé le mouvement laïque cette année, c'est la question de la santé circulaire. Donc, le slogan de cette année, c'était « Santé de tous, santé pour tous ». Et l'idée, c'était que, donc, santé circulaire, One Health, un concept qui fait le constat qu'il n'y a qu'une seule santé sur notre planète, la santé de la flore, la santé de la faune, la santé des humains. Toutes ces santés sont totalement interdépendantes et on voit qu'elles vont toutes mal. Alors, comment éviter de voir tout en noir et de tomber dans une vision apocalyptique du monde Est-ce que cette année, on a eu des outils justement pour éviter de plonger dans cette vision apocalyptique ? La première approche que nous avons tenté de développer, c'est une approche finalement classique pour les laïcs, c'est le recours au libre examen. Et le recours au libre examen, c'est vraiment tâcher, en somme, de comprendre la complexité de la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, on a bien vu que ces questions de pandémie se trouvaient à la croisée d'états dégradés de différents écosystèmes, la planète bien entendu, le règne animal et puis évidemment la population humaine. Et donc les interactions entre ces écosystèmes et la façon avec laquelle ils se dégradent pour l'instant ont des impacts négatifs sur notamment la santé. Et donc on a essayé peut-être au travers de toute cette campagne santé de tous, santé pour tous, de mettre en évidence la complexité de ces systèmes-là parce que en réalité en venir à comprendre la complexité des choses, c'est une façon de s'approprier les dossiers, de finalement trouver dans ces clés de compréhension à un moment la capacité alors à intervenir sur les réponses qu'on peut fournir dans de telles circonstances. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire toute l'année, à savoir comprendre, mais voir aussi comment on pouvait agir. Et cette compréhension est importante parce que le fait de ne pas comprendre laisse les gens dans une situation d'anxiété parce que les choses ont l'air tellement complexes qu'on a l'impression qu'en réalité, on ne peut vraiment rien y faire. On est incapable de faire quoi que ce soit, chacun à sa petite échelle. Mais non, c'est pas comme ça qu'on essaye d'avancer. Au contraire, on a essayé toute cette année-ci d'habiliter les citoyens dans une capacité émancipatrice et d'habiliter les citoyens, c'est-à-dire à les aider en mettant en évidence la capacité de nombreuses personnes et de nombreuses organisations à contribuer à des solutions. C'est vraiment mettre en évidence la capacité de chacun, finalement, à un moment ou à un autre, de jouer un rôle positif dans ce contexte qui peut paraître morose, mais qui ne doit pas autoriser, finalement, la paralysie, là où l'action solidaire, l'action collective est sans doute plus nécessaire que jamais. Oui, c'est ça. Continuer à renouveler notre manière de penser, continuer à miser sur les actions de terrain. Et alors, sur une action de terrain qui n'est pas lié à ça, mais pour montrer qu'effectivement le mouvement laïque, il est aussi sur le terrain. J'avais envie de relever une action d'Abortion Right, Sylvie Losberg. C'est cet appel à témoignage, par exemple, qui a été fait par la plateforme aux femmes qui ont voulu avorter au-delà des 12 semaines légales. C'est une manière aussi, ces appels à témoignage, de continuer sur le terrain, de faire bouger les lignes sur toute une série de thématiques. Oui, donc ça met aussi en évidence le fait que le mouvement laïque, c'est pas une tour d'ivoire. Donc d'abord, on travaille avec nos associations, on travaille avec nos régionales, donc c'est déjà un mouvement qui est étendu sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui travaille aussi avec d'autres. Et notamment, dans la plateforme Abortion Right, comme dans la plateforme Evras, nous travaillons avec les acteurs de terrain, qui sont parfois pris dans des enjeux sectoriels que nous n'avons pas. Et donc, ça nous permet de mettre en place des coordinations et des actions qui sont directement prises, je dirais,
dirais, en compte par les acteurs de terrain. Vous parlez de cet appel à témoignage, c'est important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que sur la question de l'avortement, du droit à l'interruption volontaire de grossesse, bon, dossier emblématique sur lequel on se bat depuis très longtemps, mais on a repris quand même depuis 2015 une campagne qui ne s'arrête pas pour améliorer les conditions. Les discours que l'on entend au Parlement ou dans la presse par rapport à ces 12 semaines sont complètement déconnectés de la réalité des femmes qui vivent des grossesses au-delà de 12 semaines alors qu'elles ont voulu l'interrompre et qu'elles n'ont pas réussi à le faire en Belgique. Donc cette parole-là, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Ça veut dire qu'on écoute les gens là où ils sont avec les spécificités de leur parcours de vie et donc on n'est pas dans un discours dogmatique ou idéologique. Et donc des appels comme ça, c'est vraiment important parce que ça nous donne une nourriture pour nos plaidoyers futurs puisque cette question de l'avortement et du droit à l'IVG dans de meilleures conditions doit revenir sur la table du Parlement, on l'espère, avant la fin de la législature. Alors, pour terminer, Benoît van der Merchen, donc 2022, ce sera une année symbolique pour le Centre d'Action Laïque, puisque ça va être une année de convention laïque. Alors, une convention laïque, déjà, c'est quoi pour les personnes qui ne suivraient pas exactement l'actualité du mouvement? C'est quoi une convention laïque? Et quel est son but? Avant même d'expliquer le mécanisme de convention, je pense que les derniers mois qu'on a pu vivre montrent bien que notre société a été complètement bousculée. Et que si, on l'a évoqué, et Sylvie parlait maintenant de l'IVG, nous avons des combats historiques, comme l'école aussi ou d'autres. Il y a plein de nouvelles questions qui se posent à nous. Hervé a parlé de santé circulaire. Et nous, notre boulot, c'est aussi d'arriver à anticiper l'avenir, donner des clés de compréhension et d'arriver aussi à formuler. C'est pas tout de tracer le chemin. Il faut aussi montrer par où on va, donc de formuler des propositions. Tous ces nouveaux défis n'excluent pas les précédents, ils se superposent à eux et ils nous obligent davantage. Et donc nous avons statutairement prévu toujours un moment de rassemblement de tout ce mouvement que Sylvie a décrit tous les 3 ans. À la limite, les obligations statutaires, on s'en moque. Le moment est là de refaire sens, de refaire mouvement et surtout de rassembler à nouveau, de rediscuter, de permettre à chacun de se retrouver, d'imaginer demain autrement qu'aujourd'hui et de se dire qu'on est malgré tout maître de son destin. Et donc la convention, elle va être le fruit d'un long processus participatif qui a déjà commencé par un questionnement à destination de tous nos membres et qui va continuer avec des moments de rencontres durant les 9 premiers mois avant d'aboutir au mois d'octobre à Wavre à un grand moment sur 2 jours de rencontres où nous aurons l'occasion de reparler de tout ce qui fait société, de redéfinir notre projet et de partir de l'avant par rapport aux échéances qui viendront très vite. Je pense entre autres aux échéances électorales de 2024, mais la volonté est ici de se retrouver, d'arriver à anticiper demain. Et d'avoir, oui, effectivement, des nouvelles thématiques sur lesquelles, on se dit aujourd'hui, c'est important de travailler là-dessus. Mais tout va rester important cette année 2022. Si on pense au chantier éthique, on va fêter les 20 ans de la loi sur l'euthanasie, mais on sait très bien qu'il y a des questions qui sont sur la table du Parlement, comme la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée. Si on pense dans le monde dans lequel on est, ou quand vous lisez l'accord de gouvernement, on parle de numérique dans chaque chapitre, on sait bien que la gouvernance par les algorithmes, ce sont des questions essentielles, même s'il n'y a pas de procès à faire à la science, mais à toujours interroger, non pas l'outil, mais surtout l'usage qu'on peut en faire. Quand on voit la façon dont on a mis entre parenthèses, au nom de la lutte contre la pandémie, ça c'était légitime, avoir cette manière proportionnée tous nos droits fondamentaux avec une telle facilité, ça pose la question de l'avenir de notre démocratie qui doit sans doute être renouvelée. Il y a 1000 questions à mettre sur la table et c'est en réalité une année exaltante qui s'annonce à nous. Ouais, les défis ne manquent pas, on le voit. En tout cas, merci vraiment à tous les 3 de nous avoir aidé à retracer les derniers mois, les grands dossiers qui ont touché le mouvement laïque ces derniers mois et puis les défis pour l'avenir, on le voit, ils sont nombreux. Donc merci Hervé Parmentier, merci Sylvie Losberg et merci Benoît van der Merchen. Merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous et une belle année 2022 à tous aussi.